Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Le sommeil de nos tout-petits. Un sujet si important parce que oui, ça a un impact sur leur quotidien, leur apprentissage, leur bonne humeur également, mais ça a aussi un grand impact sur notre quotidien à nous en tant que parents. Au niveau de la période de l'endormissement, eh bien, ça a lieu en fin de journée. Parfois, on est un peu fatigué. Au niveau de la qualité de leur sommeil durant la nuit, eh bien, clairement, ça influence notre sommeil à nous également. La science nous a démontré qu'il n'y a pas de recette magique pour mener à l'endormissement de nos tout-petits. On sait que le lien parent-enfant, le sentiment de sécurité sont des éléments à la base du sommeil des enfants. C'est un sujet si important que mes deux intervenantes aujourd'hui ont lancé un nouveau service qui s'appelle Bon Dodo. J'en discute avec Christa Leto, psychoéducatrice, également avec Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là. Merci, bonjour. D'abord, j'aimerais vous entendre sur le fait, Christa, tu es une psychoéducatrice, Caroline, docteur en neuropsychologie. Pourquoi, mesdames, c'était important pour vous de créer Bon Dodo et de parler de tout ce qui entoure le sommeil chez nos enfants? Je peux commencer. Le dodo, c'est une histoire. En fait, ça a commencé par une histoire personnelle, autant pour Christa que pour moi. Donc, c'est vraiment tout ça a parti pour chacune de nous au travers des défis du dodo qu'on a vécu avec nos enfants, avec principalement notre premier enfant. Puis ça nous a amené à vouloir mieux comprendre, à vouloir mieux se positionner par rapport au sommeil, puis à tout ce qui pouvait en découler. Parce que c'était difficile. C'était vraiment difficile de comprendre qu'est-ce qui se passait, de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc, ça nous a amené à avoir besoin de faire sens de tout ça, puis besoin de retrouver des repères un petit peu. Puis là, on a réalisé chacune de nos côtés qu'il y avait tellement un univers de conseils, d'informations, de contradictions par rapport aussi au sommeil. Donc, on a voulu plonger là-dedans, chacune de nos côtés, où on a replongé dans la science, on a replongé dans les articles scientifiques, les théories, les études. Puis finalement, tout ça a parti de la tête, mais nous a vraiment amené dans notre cœur par la suite, où on a voulu, on a fait sens du dodo. En fait, ça a changé notre perception, non seulement du dodo, mais aussi de la parentalité générale. Et puis, ensuite, on s'est rencontrés. Et c'était un projet qu'on avait en commun, avec un fort désir d'amener aux parents une espèce de map, une boussole pour se retrouver dans l'énigme du dodo, si on peut dire, avec une perspective qui est nouvelle, qui est rafraîchissante, euh, qui rallie un peu, en fait, science et intuition. Donc, on a voulu faire naître ensemble Bon Dodo avec nos backgrounds autant de professionnels que de mamans. Puis, ben, c'est ça, aujourd'hui, on est là pour un peu réinventer le paradigme là, qui entoure le dodo et puis tous les défis qui peuvent en découler. Oui, et tu sais qu'il y en a des défis, mais d'ailleurs, justement, Christa, peut-être tu pourras nous en parler. Tu viens de le nommer, Caroline, l'énigme du dodo, hein? Parce qu'en tant que parent, particulièrement lorsque c'est notre premier enfant, on se dit, j'ai suivi les étapes. Il a mangé, sa couche est propre, son lit est accueillant. Bref, on a fait A, B, C, D. Ça a fonctionné le jour 1. Jour 2, jour 3, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça nous amène énormément d'insécurité. Parle-nous un peu, Christa, de ton expérience et justement pourquoi c'est pas magique la méthode du dodo. C'est vraiment une grande question complexe, mais à la fois simple. Donc, souvent, ça part de où on est et comment on voit et comprend le dodo. Donc, lorsqu'on propose ou lorsqu'on entend parler de trucs, de stratégies préfaites, que ce soit d'un euh, pôle, d'un extrême du continuum ou de l'autre, c'est qu'on ne considère pas suffisamment
le monde émotionnel du bébé et de la relation, donc le contexte relationnel à l'intérieur duquel il existe. Donc, c'est comme si notre focus devient le dodo, le comportement lié au dodo et le sommeil. Et donc, c'est trop narrow, c'est trop, je sais pas, C'est étroit. étroit, voilà. Et donc, ce qu'on souhaite faire quand on parle de changement de paradigme, c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement dans notre vocabulaire, mais c'est d'amener une perspective. Donc, on s'éloigne des stratégies, on s'éloigne des habiletés, des compétences, on s'éloigne de tout ça pour avoir un regard plus large sur qu'est-ce que c'est ça vraiment et comment ça se fait, c'est aussi présent et donc, comment est-ce que je peux naviguer ça avec une posture parentale qu'on doit avoir en tant que parent? Donc, on va chercher beaucoup ce que la science dit, mais au plan large, puis on le ramène dans le contexte du dodo. Donc, voilà. Et qui est donc propre finalement à chaque famille, chaque enfant. Les journées peuvent changer. Est-ce que nous devrions, nous aurions peut-être avantage en tant que parents à changer un petit peu notre lunette par rapport au dodo de nos enfants? Dans le sens où, clairement, c'est une étape à la fin de la journée. Parfois, on est fatigué. On aimerait tellement les mettre au lit et que, hop, en claquant des doigts, ils dorment. Par contre, pour nous-mêmes, en tant qu'adultes, le sommeil, ce n'est pas linéaire. Je pense, par exemple, à moi, lorsque je reviens de mes vacances, la dernière nuit avant le retour au travail, je dors pas bien. Lorsque j'ai certaines inquiétudes, je dors pas bien. Est-ce que on peut accepter aussi que ça ne sera pas linéaire chez nos enfants? Ils ont le droit, eux aussi, d'avoir de mauvaises nuits, comme nous. Absolument. Et on doit. On doit. Et déjà, dans ce que vous nommez, vous parlez de l'anxiété ou l'alarme. Ici, on parle beaucoup d'alarme, mais il y a un lien assez fort et puissant entre ce qui se passe à l'intérieur, donc l'alarme qui existe, et le pourquoi que ça existe. Et donc, plus on comprend le monde émotionnel, ben, parfois, souvent, je dirais même, plus on est capable d'être dans le sacrifice qui doit nécessairement venir avec l'accueil et la place du dodo et parfois le fait que ça a un impact sur notre propre dodo aussi, là, finalement. Oui, notre propre emploi du temps, clairement. Et Caroline, j'aimerais t'entendre. J'ai vu sur les réseaux sociaux passer la notion de saison et c'est venu me toucher parce que moi, ma grand-maman utilisait le mot c'est une passe, ça va passer. Dans le sens où, en tant que parent, parfois, c'est plus difficile avec notre enfant, mais ça dure un certain temps et hop, ça passe. Et ensuite, hop, ça peut revenir. Peux-tu nous définir, c'est quoi ta vision, toi, des saisons, justement, en lien avec le comportement des enfants? Je pense que tu l'as très bien nommé, Maggie. C'est vraiment, ça fait des saisons. Hein? On a des saisons dans notre vie personnelle. Nos enfants ont des saisons. Puis dans la relation aussi entre le parent et l'enfant, il y a des saisons aussi. Puis je pense que dans le contexte du dodo, il faut vraiment être conscient qu'il y a des choses qui sont tout à fait normales par rapport au sommeil et aux défis qui en découlent. Il faut comprendre qu'il y a des saisons. Il y a plein de choses dans notre paradigme qu'on vient travailler. On met beaucoup, entre autres, d'emphase sur ce qu'on appelle la danse relationnelle par enfant, où on prend plein de choses en considération quand on veut intervenir pour et dans le contexte du dodo, pour amener notre enfant à être dans une place de repos, dans une place de repos. Et ça passe pas par une stratégie préconçue où à chaque soir on fait telle chose. Non, ça passe par une perspective sur dans quelle saison on est, qu'est-ce que mon enfant a besoin, qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis on danse avec ça pour accompagner notre enfant vers le repos, vers le sommeil, puis pour naviguer aussi les défis qui sont courants et qui sont normaux. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que même dans les familles, je prends la mienne, où on a une routine assez bien établie, en ce sens que tous les soirs, qu'on soit à la maison, à l'hôtel, lorsqu'on pouvait voyager, à l'extérieur, chez des amis, peu importe, nous avons toujours un peu les mêmes étapes à suivre. Par contre, le contenu de chacune des étapes peut évidemment varier, que ce soit par le choix de la lecture, la discussion du soir ou autre. Mais est-ce qu'on peut dire que justement, même si on offre ce cadre-là de la routine, il faut savoir l'adapter à la danse relationnelle avec l'enfant où on en est rendu? Absolument, absolument. C'est effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que la routine, elle sert d'appui
Hmm. La routine, elle est importante, mais on n'accorde pas toute l'importance à la routine. La routine nous aide. La routine Hmm. sert à installer des rituels d'affection, mais une routine sans connexion, une routine sans disposition, sans posture parentale peut même faire plus de tort que de bien. OK. Et C'est ça. ça vient justement renforcer l'idée que même lorsqu'on a une routine, il y a des soirs où ça fonctionne pas parce que justement, il faut aller peut-être au-delà du symptôme et voir avec l'enfant. Il y a un besoin peut-être supplémentaire qu'il y avait cette nuit-là qu'il n'a pas nécessairement besoin toutes les nuits, tous les soirs. Absolument. Puis on veut ça aussi, c'est-à-dire on veut Mm. que oui, la routine ait sa place. Par contre, on veut être à la base de ce qui aide notre enfant à se sentir en Mm. sécurité. C'est à l'intérieur de la relation que ça se passe et que ça doit se passer. Donc, oui. Et justement, on le disait, je crois, le sentiment de sécurité, c'est vraiment à la base de l'endormissement, hein, du fait que l'enfant accepte de se laisser aller dans la coupure finalement avec son parent. Est-ce que parmi les moyens disponibles, je ne dis pas que c'est une fin en soi, mais parmi les choses disponibles, est-ce que l'idée, par exemple, de faire dormir deux enfants dans une même chambre pourrait être une façon de les sécuriser? Si je me replonge dans le passé, ils avaient des familles nombreuses. Parfois, ils étaient plusieurs par chambre. Parfois même, ils étaient plusieurs dans le même lit. Donc, est-ce que c'est un moyen peut-être de sécuriser notre enfant ou à l'inverse, si on revient parfois aux conseils que l'on reçoit d'extérieur qui vont nous dire fais pas ça, ça va brimer son indépendance ou fais pas ça, vous allez être pris dans cette idée-là? Ben, en fait, je pense qu'on avancerait que c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, par exemple, si on voit qu'on a un de nos enfants est plus anxieux ou plus alarmé, ben, il faut considérer comment nous, on peut venir l'accompagner là-dedans. Est-ce que de dormir avec un frère ou une sœur plus âgé est suffisant? Est-ce que l'autre enfant se sent bien dans cette position-là? Si c'est pas le cas, ben nous, en tant que parents, c'est peut-être, en fait, c'est notre cue de offrir la proximité avec nous. Il n'y aura jamais quelque chose de mieux que la proximité avec nous et dans notre univers bon dodo, on, on est en fait on met le cododo en avant-plan. En particulier quand un enfant est alarmé, on pense que la meilleure façon qu'il puisse se déposer et se désalarmer, c'est avec son parent, c'est dans la proximité. Donc, peut-être que pour un enfant, de dormir dans la chambre avec un autre frère et sœur, il va se sentir suffisamment en repos. Mais si c'est pas le cas, je pense que la stratégie la plus importante, c'est que nous, on se rapproche de notre enfant à ce moment-là. Hmm. Mais justement, je lisais sur vos réseaux sociaux que le cododo, pour vous deux, c'est vraiment une arme puissante, hein, pour sécuriser notre enfant, pour développer une connexion parent-enfant. Mais j'aimerais que vous m'en parliez dans une forme peut-être plus large, parce que le cododo, ça peut vraiment être vu comme l'enfant qui vient se coucher entre ses deux parents ou le parent qui accepte toutes les nuits d'aller dans le lit puis de finir avec un torticolis parce qu'on n'est pas bien puis on est tout sur le bord du lit. Est-ce qu'il y a moyen justement d'adapter cet outil-là quand même à notre vie, à nos installations, parce que certains parents n'ont pas nécessairement envie de faire du cododo. Absolument. En fait, on va, nous, on met l'emphase sur vraiment l'attachement et la connexion avant tout. Et ce qui arrive, c'est qu'on arrive à faire sens de comment est-ce qu'un enfant peut se sentir près du parent. Donc, comment est-ce qu'il se sent en attachement avec le parent et comment donc est-ce que ça se développe au travers des années. Donc, le cododo, qui est vraiment la proximité physique, qui peut exister sous différentes formes pareilles, c'est-à-dire, oui, dans le lit entre les parents, oui, un matelas à terre très près, oui, un Moïse proche de nous, oui, aussi, nous qui allons vers l'enfant sur un matelas par terre. Mais l'important ici, quand on parle de, de stratégie, c'est de garder en tête que c'est la connexion et l'attachement qui est au centre de ça. Donc, le cododo est un dérivé de comment un enfant peut se sentir proche, mais ce n'est pas la seule façon. Et donc, ce qui est intéressant et où là, vu que la question est en lien avec le cododo, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus notre enfant est jeune, donc à l'intérieur de la première année de vie, l'enfant peut uniquement s'attacher par les sens.
Et nos enfants ou nos bébés, ils ont des penchants. Et donc, le cododo vient s'inscrire à l'intérieur de cette vision plus large, mais donc, absolument, n'est pas la seule façon. Mais pour voir les autres moyens et pour vraiment décortiquer, il faut vraiment mieux comprendre les capacités relationnelles. Donc, comment est-ce qu'un enfant peut se sentir proche du parent malgré la séparation qu'est le dodo? Je trouve ça vraiment intéressant et ça m'amène aussi, là, je réfléchis à, lorsqu'on parle de sentiment de sécurité, vous mettez de l'avant le cododo, vraiment la relation avec le parent, mais souvent, en tout cas par le passé, on nous parlait beaucoup, là je vais nommer plusieurs exemples, là, entre autres la suce, le toutou, la doudou, des éléments qui apportent ou apporteraient cette fameuse sécurité émotionnelle-là à l'enfant. Est-ce que dans votre approche, vous croyez que ces éléments-là peuvent être d'autres outils qui peuvent être ajoutés justement à la routine du dodo ou à la limite, on les met de côté? Quelle est votre vision de ça, justement, tous ces outils-là qui peuvent être offerts à l'enfant pour se sécuriser? En fait, je peux commencer en disant, Christa, tu poursuivras que dans Bon Dodo, dans notre univers, on va dire que ces outils-là, que ces objets-là, que ce soit une suce ou un doudou ou un toutou, sont corrects. Hein? Ça peut aider notre enfant à se sentir en sécurité, mais on ne veut pas lui donner tout le pouvoir. On veut garder, nous, en tant que parents, le plus de pouvoir. Donc, quand on voit, par exemple, que notre enfant commence à aller soit à de plus en plus le vouloir absolument toujours, à moins venir vers nous, plus vers son objet. Là, c'est peut-être notre signe à nous en tant que parents qu'on doit mettre de côté ça pour nous stepper in puis prendre cette place-là et ce pouvoir-là. Donc, on ne dit pas que la suce n'est pas bonne, que le doudou n'est pas bon, mais on ne veut pas que ça prenne la place du parent. C'est exact. C'est exact. Faut pas que ça ne doit pas remplacer l'être humain, le parent. Donc, à un moment donné, ça peut servir un peu comme la routine de extra, d'appui. On connaît le penchant, ça y fait du bien, on utilise ça, on navigue, mais on veut que notre enfant se dépose dans la relation. OK. Donc, je prends un exemple. Notre enfant vit un grand moment d'anxiété, même dans la journée, là, et réclame son toutou, son doudou, peu importe. Et on sent là, que c'est vraiment la seule façon pour lui de se sécuriser. Est-ce que ça devrait nous sonner une petite alarme, justement, comme parents? En fait, il y a deux choses. Dans le fond, il y a des raisons pour lesquelles on a des objets de transition, puis c'est important. Puis oui, ça peut aussi amener un sécurité, surtout, par exemple, si on va à quelque part d'autre, on s'en va à la garderie, c'est quelqu'un de nouveau. Donc, il y a des raisons pour ça, et donc, c'est pas mauvais. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, souvent, en tant que parent, on va sentir comme qu'il y a une énergie, une émotion qui drive un peu des comportements je dirais, qui est enraciné dans la quête, un genre de soif qui existe, qui fait en sorte que sans ça, ça ne fonctionne pas. Et là, effectivement, on est ailleurs dans la compréhension de ce qui se passe dans le monde interne de notre enfant et là, vers où il va pour essayer soit de se réguler ou soit de s'apaiser. Et ultimement, on veut que ça se passe à l'intérieur de la relation par appui aux besoins de d'autres choses. On ne veut pas que ça remplace notre rôle de parent. Je comprends. Donc, si on vit justement une situation où notre enfant réclame son objet, là, vraiment, il le veut absolument, comment on peut faire en tant que parent pour rétablir justement une certaine connexion afin de venir danser avec lui? Est-ce qu'on ouvre peut-être la discussion à savoir pourquoi il veut l'objet afin qu'il nous exprime le lien? Quelle approche on pourrait prendre? On va vraiment dans la posture parentale, c'est-à-dire que c'est nous le parent. Avec confiance, on step in, comme Caroline a mentionné, on prend le lead. Et avec toute bienveillance, on va dire, maintenant, ce n'est plus ça. Je sais ce dont tu as besoin et ce n'est pas ça. Viens. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est effectivement, on va inviter la tristesse par rapport au doudou, au toutou, à laquelle il est ultra, c'est quoi le mot, connecté attaché, attaché. Et puis, on sait à ce moment-là qu'il faut
mettre en place une limite, un cadre, là où on va inviter les pleurs pour retrouver notre posture et notre position parentale. Donc, c'est en douceur, mais donc on danse entre la bienveillance et prendre le lead et on sait ce que notre enfant a besoin et ça se passe à l'intérieur de la relation que l'enfant grandit le mieux. Donc, on l'inviterait, si on veut, justement, lorsqu'on dit je sais ce dont tu as besoin, d'un enfant à l'autre, ça peut quand même varier. Est-ce que justement, pour l'aider à se réguler, on peut lui demander parce que exprimer ses émotions lorsqu'ils sont petits, ce n'est pas nécessairement facile. Est-ce qu'on pourrait y aller justement par un câlin s'il est d'accord, par le toucher? Quels moyens concrets on pourrait faire justement pour l'aider tranquillement à délaisser l'objet et à stepper in? Parce que je comprends votre idée, mais en tant que parent, je ne sais pas toujours comment faire pour rétablir le contact. Je peux commencer de façon super concrète, là. Si mon enfant réclame dans un moment de frustration ou de tristesse son doudou, puis que moi, en tant que parent, j'ai réalisé qu'il veut beaucoup trop son doudou dernièrement, ben là, c'est le temps de dire, là, je suis là pour toi. C'est pas du doudou que tu as besoin, je suis là pour toi. Puis là, on n'a pas besoin de rentrer dans des stratégies là, de tête ou quoi que ce soit. On est là, on met le cadre qui n'aura pas son doudou et on accueille. Et on veut faire émerger la tristesse par rapport à ça. Et là, nous, ça va nous replacer dans le lit de on sait ce que notre enfant a besoin, on lui montre, on est sa réponse, on est là pour lui et c'est suffisant. OK, donc c'est tout simple. Je suis là pour toi et accepter qu'ils vivent de la tristesse et justement simplement l'accueillir. Parce que peut-être que ça part d'une bonne intention, mais peut-être qu'au final, c'est le fait de tellement vouloir gérer, essayer d'éteindre cette tristesse-là, que, ah oui, prends-le, ton doudou, ça va faire du bien. Mais au final, si on veut, on prend un pas de recul. Donc, au lieu de se mettre à l'avant-plan dans la relation, on laisse, si on veut, le doudou prendre une partie de notre place. C'est exactement ça. Puis ce qui est de plus important de comprendre à l'intérieur de exactement ce que Caroline a si bien décrit, c'est que ça s'appelle l'adaptation et c'est un processus émotionnel. Et donc, souvent, comme parents, on a tendance à vouloir expliquer, à justifier, à raisonner. Et là, on sort de la tête et on s'en va au plan émotionnel. Il vit une émotion et je dois être là pour diriger l'expression de cette émotion et aussi inviter ses pleurs. Donc, on n'est même pas juste au niveau de tolérer, on est à l'invitation. Parce que sans pleurs, ça va être une crise de colère, ça va être de l'agressivité, des éruptions d'énergie d'attaque. Et un enfant qui est beaucoup dans l'éruption d'énergie d'attaque nous indique qu'il n'a pas été à sa place de vulnérabilité, de pleurs. Donc, on va être aussi dans l'invitation des pleurs. Oh, que c'est difficile, je sais que c'est ça que tu voulais, mon amour. Maman est ici pour toi. Oui, l'importance de laisser, encore une fois, sortir l'émotion afin qu'elle puisse se vivre, qu'elle puisse émerger et être à l'extérieur de lui. J'aime vraiment beaucoup votre approche et en terminant, le temps file, j'aimerais vous entendre, mais j'imagine que c'est très, très connecté avec ce qu'on vient de dire sur justement le réveil, disons, au milieu de la nuit. Si notre enfant vit un cauchemar, une terreur nocturne, est-ce qu'on doit l'aborder de la même façon? Si on sent vraiment, on arrive dans sa chambre à l'appel, il est en panique, il a peur. J'imagine qu'encore là, en tant que parent, il faut tenter de sortir du rationnel, éviter de lui demander peut-être de nous l'expliquer, puis de pourquoi, mais être vraiment dans le ressenti. Bien, autant que ce soit un cauchemar ou une terreur nocturne, notre philosophie d'intervention va être la même. La racine de tout ça, c'est que notre enfant est alarmé, est anxieux, puis ça ressort sous toutes sortes de formes. Chez certains enfants, ça va être des cauchemars, des terreurs nocturnes. Chez d'autres enfants, ça va être plus de réveil la nuit. L'alarme peut prendre toutes sortes de formes dans la vie de nos enfants, dans la nôtre aussi. En tant que parent, ce qu'on veut faire, c'est dans le contexte de la nuit ou dans un contexte aussi plus général du jour ou de la semaine avec notre enfant qu'on sent qu'il est plus alarmé, on veut faciliter l'expression de ses émotions, faire en sorte que les émotions qui sont à l'intérieur de lui, qui causent toutes ces choses-là qu'on voit, tous ces comportements-là, on veut les faire sortir, on veut que notre enfant en soit libéré. Donc, il y a toutes sortes de stratégies
ou plutôt d'approche qu'on peut prendre avec pour faciliter l'expression de ces émotions-là. Mais ça serait aussi dans un cadre au-delà du dodo. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut se dire, ou là, vous allez peut-être dire, ouais, ton lien est un peu grossier, mais que le comportement, autant d'endormissement que le comportement durant la nuit, là, que ce soit les cauchemars, les alarmes, les réveils, est un peu le reflet de ce que notre enfant vit dans la journée? En fait, on peut le voir comme à 2 niveaux. Donc, en soi, sans aucun contexte, le sommeil est un bris dans la connexion. C'est la séparation. Il y a une séparation. Donc, en soi, ça provoque de l'alarme, le fait même que ça soit une séparation. Mais ajouter à ça, effectivement, si on a de l'émotion, une charge émotionnelle finalement, et c'est un peu les lois des émotions, quand il y a charge, il y aura décharge. L'émotion cherche à être exprimée. Donc, il faut comprendre qu'en plus que ça soit en soi une expérience alarmante, on ajoute le reste de la journée. Les séparations vécues pendant la journée, le stress à l'intérieur de la famille, au fait que les éducatrices y ont changé, un autre enfant qui arrive à la maison, etc. Le sommeil, on s'entend, hein, c'est pratiquement, j'aurais tendance à dire, un monde en soi. Je pense qu'on est en apprentissage, en expérimentation à tous les jours. Mais ce que je retiens, mesdames, de votre approche avec Bon Dodo, entre autres, c'est l'importance de cette connexion parent-enfant et d'accepter en tant que parent de danser avec notre enfant dans le but justement de l'accompagner. Et je pense que vous êtes d'accord, ce ne sera pas facile tous les soirs, mais le but quand même, c'est d'avoir une vision, de persévérer et afin d'avoir des stratégies, des conseils, des astuces, on peut se rendre d'ailleurs sur votre plateforme Bon Dodo. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur cette semaine, je voulais vous faire connaître un produit québécois dont ma fille Elia, 5 ans, m'a parlé à de nombreuses reprises. Il s'agit d'un Manimo. J'en discute avec Nathalie Gagnon, qui est conseillère scolaire et en santé chez FDMT. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour Maggie. D'entrée de jeu, dites-nous, bon, ma fille appelle ça un animal lourd, mais un manimo. D'où est venue l'idée de créer ces peluches lourdes qui aident les enfants, disons, à se calmer? Donc, très simple. En 2002, une simple rencontre familiale, Karine Gagné et son père ont été surpris par les propos une ergothérapeute de la famille qui disait avoir de la difficulté à s'approvisionner en matériel thérapeutique. Karine était enceinte à ce moment-là, puis elle et son père ont dit, ben, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils ont démarré l'entreprise et il s'est avéré que la fille de Karine a un trouble de modulation sensorielle et un TSA. Donc, est arrivée l'idée de créer un outil ludique, euh, en même temps thérapeutique, mais que les enfants auraient plaisir à utiliser et désireraient utiliser. Donc, la création d'FDMT et de Manimo est directement liée à l'histoire personnelle de Karine Gagné, qui est fondatrice et présidente d'FDMT. Ah, wow, j'adore ça. Donc, vraiment, elle a senti le besoin dans sa famille et finalement, la vie a fait que ça l'a vraiment amené à démarrer l'entreprise. Mais donc, on l'a dit, les Manimo, ce sont, si on veut, des peluches lourdes, lestées, qui se déclinent sous diverses formes. Mais quel est le bienfait principal de ces Manimo? La conception du Manimo est basée sur l'approche scientifique de l'intégration sensorielle. Donc, c'est le poids qui est la clé. Puis, simplement en le déposant sur le corps, ça crée une stimulation qu'on dit proprioceptive. Donc, c'est vraiment une pression profonde qui va déclencher l'effet calmant sur notre système nerveux central. Donc, ça vient le réguler. Ce qui amène finalement plusieurs bienfaits, dont le réconfort, l'attachement, ça apaise au niveau de l'excès d'énergie, ça réduit l'anxiété, ça favorise l'attention, la concentration, ça encourage la détente et naturellement le sommeil. Wow. Et pour bonifier ce que je dis, l'entreprise en 2021 a fait venir une autre entreprise indépendante pour faire des tests de biométrie avec notre Manimo, ce qui a permis vraiment de sortir qu'il y a une augmentation d'activité cérébrale de 31% chez l'individu amorphe. Donc, vraiment, ça vient
expliquer le pourquoi que ça aide à la concentration et l'attention. Il y a une Hmm. augmentation aussi de 21 de la capacité à gérer nos émotions, donc le stress, l'anxiété, le contrôle de soi. Puis, une diminution de 24 de toute notre activité comportementale, donc le besoin de bouger, tout OK. ça, ce qui vient finalement expliquer pourquoi ça nous amène un bon moment de détente, une relaxation, Hmm. puis que ça prépare au sommeil. Wow! Donc vraiment, vous avez mesuré scientifiquement les bienfaits des animaux et ça peut expliquer aussi pourquoi ma fille m'en parle justement parce qu'elle a découvert les animaux en classe. Elle m'expliquait que lorsqu'ils ont un petit regain d'énergie ou que certains amis peuvent avoir un peu de difficulté à rester bien en place sur leur chaise, eh bien l'enseignante utilise un animal, elle leur prête, ils peuvent le déposer sur leurs jambes et elle me disait, maman, c'est pratiquement de la magie. Donc ça vient confirmer tout ça. Donc, les gens qui souhaitent acheter un animal, il y a vraiment plusieurs bienfaits, entre autres en classe, mais on peut l'utiliser donc durant la routine du dodo avant le sommeil. Tout à fait. Parce que dans le fond, les bienfaits, on va les ressentir pendant l'utilisation. 15 à 20 minutes d'utilisation va nous permettre de garder ces bienfaits-là dans notre corps pendant 60-90 minutes. Donc, souvent, on s'amuse à expliquer que c'est comme un massage. Tu sais, la proprioception, c'est vraiment de la pression profonde, ce que le massage est aussi en soi. Alors, on peut le comparer à un petit moment de massage et en plus, bon, sa texture que l'on peut nous-mêmes masser notre animal pendant qu'il est sur nos cuisses, par exemple. Les tissus à toucher sont aussi sensoriels, le côté brillant. Donc, tout a été réfléchi sur la forme et je dirais les parties du corps de chacun de nos animaux. Oui, et justement, bon, Manimo, ça implique que la peluche se décline en divers animaux. J'imagine que vous avez voulu rendre ça ludique pour les enfants. Tout à fait. Donc, c'est ludique. En même temps, ça va chercher un côté affectif parce qu'ils peuvent choisir un Mm. modèle qui leur plaît, des couleurs qui leur plaisent aussi parce que certains vont s'offrir en 3 couleurs différentes, d'autres non, mais on peut aussi les choisir. Mais on a notre emblème, le lézard, donc la queue, les pattes, sa tête, on va pouvoir les manipuler agréablement, lui donner un câlin. C'est comme si c'était un peu sur nous agréablement. On a le Mm. serpent qu'on peut s'amuser à enrouler autour d'un bras ou simplement déposer sur nos cuisses comme s'il était en colimaçon sur nous. On a le dauphin en forme de demi-lune. On a la tortue qui est un 2 en un. Ça, c'est vraiment intéressant. La carapace, 1 kilo et le corps, 1 kilo. On peut l'avoir à 2 endroits sur le corps. Le Ah. partager aussi entre 2 enfants de la même famille. Donc, le Mm. partage est parfois un bel apprentissage. Et on peut le faire Mm. évoluer aussi au niveau du poids. Et on a nos deux derniers, le chat et le chien, qui sont arrivés récemment. Et le plus lourd, c'est la grenouille. Donc, on a plusieurs modèles, OK. effectivement. Mais justement, pour un parent qui souhaite acheter un animal, comment on détermine le poids nécessaire à notre enfant? Est-ce que ça y va avec l'âge, avec la taille de l'enfant? Comment on s'y prend? Bien, l'important, c'est qu'il faut que l'utilisateur soit en mesure d'être autonome pour le prendre et l'enlever. Donc, ça, c'est OK. important. Donc, l'autonomie pour le poids. Souvent, on entend la règle du 10 du poids de l'utilisateur et c'est la règle que l'on suggère de maintenir en tête, surtout si on aime le déposer au niveau du cou. Donc, c'est la règle du Mm. sac à dos au niveau de l'ergothérapie pour protéger toute la colonne vertébrale, que tous nos éléments nerveux passent par là. Alors, c'est vraiment 10 du poids de l'utilisateur si on le dépose au niveau des épaules. Toutefois, si on le met sur les cuisses et que l'enfant est autonome pour le mettre et l'enlever, ben si on dépasse un petit peu le 10 du poids de l'enfant, c'est pas si grave que ça, là. Je comprends. Et si on veut l'utiliser justement dans la routine du dodo pour les amener là, tranquillement vers l'endormissement, est-ce qu'il y a un certain danger si jamais notre enfant, disons, le dépose au niveau, par exemple, du ventre ou lui fait un câlin, il se retrouve un peu sur le thorax, est-ce que ça peut amener un certain danger? Ben, comme je le mentionnais, au départ, c'est des utilisateurs de 3 ans et plus et il faut qu'ils soient autonomes pour l'enlever seul, autant dans la motricité fine, là, dans la capacité de le prendre et de l'enlever de façon autonome, que pendant le sommeil. Mais c'est sûr que le maniement, s'il y a un
un poids assez, je dirais, équilibré avec l'utilisateur. Donc, on parle du 10 mais dès que l'enfant va bouger, il va glisser et se déposer le long du corps. Toutefois, un enfant qui aime le porter à la bouche, tout ça, là, c'est préférable qu'on l'enlève pendant la nuit. Et là, si, par exemple, une maman comme moi, là, qui a des petites raideurs ici dans le haut du cou, veut emprunter le maniement de son enfant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable, donc, pour nous, les adultes, de l'utiliser? Privez-vous surtout pas. Bien, dans le fond, tout ce qui s'appelle relaxation, pause, massage, qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 50 ans, ça fait du bien. Donc, si on veut replacer les épaules où est-ce qu'elles doivent être, au lieu du niveau des oreilles, mais bien au niveau des épaules, mettez un Manimo 15-20 minutes en relaxant après votre dîner ou 2-3 fois dans la journée. Vous allez voir là, un bienfait fou, là. Oui. Et j'imagine aussi pour les parents, donc, oui, on peut l'utiliser dans la routine du dodo, mais lorsqu'on sait qu'on aura, par exemple, une activité où notre enfant doit demeurer assis, pas trop bouger ou quoi que ce soit, donc vous l'avez dit, l'idéal, c'est de l'utiliser peut-être un 15 à 20 minutes et on peut en ressentir les bienfaits ensuite sur une assez longue période. Exactement. Donc, souvent, moi, ce que je vais faire comme proposition, il y a des endroits où est-ce qu'on ne peut pas traîner le maniement. Mettons qu'on s'en va à l'extérieur, puis c'est une journée un peu boueuse. On n'a pas envie que le maniement se promène, mais par contre, sur le chemin entre la maison et cet endroit-là en voiture, on pourrait l'avoir dans l'auto, ce qui permet de préparer justement le bienfait de 15-20 minutes d'utilisation pour une meilleure concentration par la suite, meilleur respect des règles parce qu'ils sont capables d'autoréguler leurs émotions. Donc, tout ça, c'est de le rentrer dans une routine puis de penser à quel moment on peut utiliser justement cette pause sensorielle-là pour en profiter au maximum. Merci, Madame Gagnon. Je pense que vous nous avez donné le goût de découvrir le Manimo. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez vous procurer un Manimo, eh bien, vous pouvez aller sur le site de fdmt.ca. À cet endroit, donc, vous aurez de l'information, de magnifiques photos également pour voir les Manimos et vous pourrez donc découvrir le commerçant le plus près de chez vous qui vend ces animaux magiques, j'aurais tendance à dire, hein, comme le disait ma fille, autant au niveau scolaire, ça peut être utilisé à la maison et évidemment dans ce contexte-ci, dans la routine du dodo. Merci beaucoup. Un merci tout spécial aux 2 cofondatrices de Bon Dodo, soit Christa Leto, psychoéducatrice, et Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie. Également dans le segment Coup de cœur, merci à Nathalie Gagnon de l'entreprise FDMT qui nous a fait découvrir les Manimos. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'avoir choisi ce balado. Le but est de vous accompagner afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.